Maintenant que ton mari n'est plus là, pleure un bon coup, fais ta valise et ne remets plus jamais les pieds ici, m'a lancé sèchement ma belle-fille pendant le dîner. À ma grande douleur, mon fils n'a rien dit. Il s'est contenté de hocher la tête avec un petit sourire. De toute façon, cette maison n'a jamais été vraiment la tienne. Je n'ai pas répondu. J'ai quitté la table sans dire un mot. Le lendemain matin, je me suis rendue à la banque. Tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite? Je suis ravie de t'avoir ici. Suis mon récit jusqu'au bout, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu m'écoutes, que je vois jusqu'où mon histoire voyage. La salle à manger n'avait plus le même air sans Noël. Cette grande table en acajou, témoin de tant de repas en famille, semblait tout à coup immense, presque étrangère. Même à trois autour, l'absence était palpable. Mon regard revenait sans cesse à sa chaise vide. J'avais beau savoir qu'il ne viendrait plus, j'espérais malgré tout revoir son sourire tendre et sa présence rassurante. Cela faisait 7 jours exactement qu'on l'avait enterré. 7 jours depuis que j'étais restée debout, figée, devant sa tombe, le cœur vidé. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché la moitié de moi-même. Le deuil pesait comme une pierre sur ma poitrine. Respirer devenait un effort. Passe les pommes de terre, a tranché Romy avec sa voix stridente. Elle n'avait jamais été particulièrement affectueuse, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de plus glacial que d'habitude dans son ton. Je lui ai tendu le plat, les mains encore engourdies. La fatigue des obsèques était plus écrasante que je ne l'aurais cru. À 71 ans, je pensais être prête à vivre ce genre de moment, mais rien ne prépare vraiment à cette souffrance-là. Cette douleur sourde qui s'accroche à chaque instant. Wade, mon fils, était assis entre elle et moi. Il ressemblait à un arbitre silencieux, déjà acquis à son camp. Il ne m'avait presque pas regardé de la soirée. Tout son être était tourné vers Romy, sa femme depuis 15 ans. Le même enfant qui autrefois courait se réfugier dans mes bras après un cauchemar ne pouvait aujourd'hui même plus soutenir mon regard. La cérémonie était belle, n'est-ce pas? Ai-je lancé, cherchant à briser le silence pesant. Ton père aurait été touché par la présence de tous ces gens. Romy posa sa fourchette avec une lenteur maîtrisée, presque théâtrale. Justement, Myrtle, c'est de ça qu'on voulait te parler. Son ton était glacial, et il m'a noué l'estomac. Je les ai regardés l'un après l'autre, cherchant dans leur regard ne serait-ce qu'une lueur de compassion, un signe d'affection. Mais tout ce que j'y ai trouvé, c'était une distance froide. Comme si le deuil que je vivais seul n'avait rien à voir avec eux. Au lieu de cela, je découvris une froideur calculatrice dans le regard de Romy et une aisance maladroite chez mes fils. Que veux-tu dire? Demandai-je, même si une partie de moi redoutait déjà la réponse. Romy se redressa sur sa chaise, adoptant la posture qu'elle adoptait pour poser des ultimatums. Je l'avais déjà vue, généralement lorsqu'elle expliquait pourquoi Wade ne pouvait pas me rendre visite aussi souvent, ou pourquoi les traditions familiales devaient changer pour s'adapter à ses préférences. Wade et moi avons discuté, commença-t-elle, sa voix prenant cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Maintenant que Noël est parti. Cette maison va être trop difficile à gérer pour toi toute seule. Je clignai des yeux, perplexe. Trop? Je gère cette maison depuis plus de 30 ans. Je connais chaque plancher qui craque et chaque robinet capricieux. Ouais. C'est exactement le problème, continua Romy, son masque de gentillesse s'effaçant légèrement. Tu ne rajeunis pas, et entretenir une maison de cette taille coûte cher. Wade et moi pensons qu'il serait préférable que tu déménages dans un endroit plus convenable. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Déménage. C'est ma maison. Noël et moi avons construit notre vie ici. WDE a grandi ici. Wade parla enfin, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Maman, Romy a raison. L'entretien à lui seul va être écrasant pour toi. Je ne suis pas impuissante, Wade, dis-je, ma voix légèrement éraillée. Et cette maison? Ton père et moi avons économisé pendant des années pour l'acheter. Chaque pièce recèle des souvenirs de notre vie commune. Le visage de Romy se durcit. Les souvenirs ne paient ni les factures ni les impôts fonciers. Sois pragmatique, Myrtle. Je la fixai du regard. Cette femme qui m'avait systématiquement écartée de la vie de mon fils pendant 15 ans. La femme qui avait convaincu Wade que les dîners du dimanche avec sa mère étaient trop stressants et que les visites de vacances devaient être réparties entre les familles, ce qui, d'une certaine manière, signifiait toujours plus de temps avec ses proches. Que proposes-tu exactement? Demandai-je, même si je sentais la réponse se glacer dans mon estomac. On pense que tu devrais envisager une de ces jolies résidences pour seniors, dit Romy, d'un ton qui laissait entendre qu'elle me rendait un immense service. Un endroit avec des activités et des gens de ton âge. Ce serait tellement mieux pour toi que de te débattre dans cette grande maison vide. Je me tournai vers Wade, espérant désespérément voir un signe de désaccord avec ce projet.
Wade, tu penses vraiment que je devrais vendre la maison où tu as grandi? Où étaient ton père et moi? C'est logique, maman. Il m'interrompit, sans me regarder dans les yeux. Et honnêtement, Romy et moi aurions besoin de cet espace. On parle d'agrandir notre famille, et cette maison a tellement de potentiel. Le sens de ces mots me submergea comme une vague de froid. Il ne voulait pas seulement que je parte, il voulait ma maison, la maison vide que j'avais restaurée avec amour, pièce par pièce, pendant 30 ans. Maintenant que le chagrin est parti, vis ton chagrin, fais tes valises et ne reviens jamais. La voix de Romy perdit soudain toute civilité. De toute façon, la maison ne t'avait jamais vraiment appartenu. Le mot espagnol pour beau-père sortit de sa bouche avec une cruauté désinvolte, comme si elle envisageait de se débarrasser de vieux meubles au lieu de se débarrasser de la mère de son mari. Wade leva alors les yeux, et pendant un instant, je vis une lueur dans ses yeux. De l'incertitude, peut-être même de la culpabilité. Mais il sourit et hocha la tête. Elle a raison, maman. Cette maison était à papa, et maintenant elle est à moi. Tu vivais ici, tout simplement. J'ai senti mon monde basculer. Vivre ici, comme si 32 ans de mariage, de construction d'une vie et d'éducation d'une famille, n'avaient été rien de plus qu'une garde prolongée. Je vois, dis-je doucement, la voix plus ferme que je ne le pensais. À l'intérieur, quelque chose se brisait. Pas seulement mon cœur, mais aussi ma compréhension de qui était mon fils, de qui était ma famille. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes. Il me faudra 2 semaines. Romy m'a interrompu. Ça devrait me laisser largement le temps de trouver un logement convenable et de faire appel à un déménageur. 2 semaines? Pas 2 mois, même pas un délai raisonnable pour faire son deuil et planifier. 2 semaines pour démanteler une vie. WDE m'a enfin regardé droit dans les yeux. Et ce que j'y ai vu était pire que la colère ou la haine. C'était de l'indifférence. Une indifférence totale et désinvolte à ma douleur. C'est pour le mieux, maman, a-t-il dit, comme s'il cherchait à se convaincre autant qu'à moi. Tu verras. Je suis montée dans la chambre que j'avais partagée avec Noël. Chaque pas me donnait l'impression d'escalader une montagne. La pièce sentait encore son eau de Cologne, et ses lunettes de lecture étaient toujours sur la table de nuit, là où il les avait laissées la veille de sa crise cardiaque. Je me suis assise au bord du lit et j'ai contemplé mon reflet dans le miroir de la commode. La femme qui me regardait semblait avoir plus de 71 ans, ses cheveux argentés flasques et ses yeux bleus ternis par le choc et le chagrin. Dans 2 semaines, je devrais quitter cette pièce où j'avais dit au revoir à Noël 7 jours plus tôt. Je devrais emballer 32 ans de mariage et tout abandonner à un fils qui me disait que de toute façon, je n'avais jamais vraiment eu ma place ici. Mais, assise là, dans l'obscurité grandissante, quelque chose d'autre commença à s'éveiller sous le chagrin et le choc. Une petite et dure énergie de détermination. Noël avait toujours été celui qui gérait nos finances, mais il m'avait appris à être minutieuse, à faire attention aux détails. Demain, je commencerai à prendre mes dispositions. J'appellerai la banque et commencerai à déterminer précisément ce à quoi j'avais droit. Car si Wade et Romy pensaient pouvoir m'effacer de cette famille sans conséquence, ils risquaient d'avoir une surprise. La première chose à faire était de comprendre exactement ce que Noël avait laissé derrière lui et à qui. Le soleil matinal filtrait différemment à travers les fenêtres de la cuisine, tandis que j'étais assise seule à la table du petit déjeuner, savourant ma 2e tasse de café. 10 jours s'étaient écoulés depuis ce dîner affreux, et la maison semblait retenir son souffle, attendant mon départ. Wade et Romy étaient déjà passés 2 fois pour évaluer l'espace, mesurer les pièces et discuter des rénovations comme si j'étais invisible. Hier, j'avais surpris Romy au téléphone avec un entrepreneur, fixant des devis pour le départ de la vieille dame. J'avais passé ces 10 jours dans une étrange bulle d'engourdissement, triant machinalement mes affaires et essayant d'ignorer l'anxiété grandissante qui me montait à l'estomac. Mais ce matin, je me sentais enfin prêt à affronter les questions pratiques que personne n'aurait attendues de moi. Le trajet jusqu'à la First National Bank prenait 15 minutes à travers les rues familières de notre quartier. Je faisais ce même trajet depuis plus de 20 ans, généralement avec Noël sur le siège passager pour gérer nos opérations bancaires pendant que j'attendais dans la voiture. Il avait toujours protégé nos finances, non pas par manque de confiance en moi, mais parce qu'il disait que c'était une chose de moins à me faire. À présent, je regrettais de ne pas y avoir prêté plus attention. Madame Patterson, la directrice de la banque, m'accueillit avec la sympathie réservée aux veuves récentes. Madame Henderson, j'étais tellement désolée d'apprendre la nouvelle de Noël. C'était un vrai gentleman, toujours à me demander des nouvelles de mes petits-enfants. Merci, Hélène. Il m'a aussi parlé avec affection. Je m'installai dans le fauteuil en face de son bureau, mon sac serré sur mes genoux. J'ai besoin de comprendre ma situation financière. Noël s'occupait de tout, et je crains d'être un peu perdue. L'expression d'Hélène s'adoucit, compréhensive.
Bien sûr, laissez-moi consulter vos comptes. Elle se tourna vers son ordinateur, ses doigts claquant sur le clavier. Au bout d'un moment, ses sourcils se haussèrent légèrement. Oh là là, il y a un problème? Mon cœur bondit. Wade et Romy avaient-ils déjà eu accès à nos comptes? Pas vraiment. C'est juste qu'il y a pas mal de comptes ici, plus que je ne l'imaginais. La voix d'Hélène était légèrement étonnée. Commençons par le compte courant commun que vous et Anne utilisiez pour les dépenses du ménage. Elle imprima un relevé et le glissa sur le bureau. Le solde était modeste, mais suffisant pour couvrir mes dépenses pendant plusieurs mois si j'étais prudente. Un soulagement m'envahit. Au moins, je ne serai pas dans le dénuement maintenant, continua Hélène. Il y a aussi un compte d'épargne à vos deux noms. Une autre feuille apparut. Ce solde était nettement plus important, suffisant pour me permettre de vivre des années si nécessaire. C'est merveilleux, dis-je, sentant la tension me quitter un peu les épaules. Noah était toujours prudent en matière d'épargne. Oui, il était très méthodique, approuva Hélène, mais elle fronçait toujours les sourcils devant son écran. Madame Henderson, je vois plusieurs autres comptes ici que je dois vérifier. Certains semblent être à votre nom uniquement. Quand avez-vous examiné pour la dernière fois l'intégralité de votre portefeuille financier avec Noël? Mon nom uniquement, répétai-je, perplexe. Ça ne me semble pas correct. Noël gérait toutes nos finances. Les doigts d'Hélène frôlaient à nouveau le clavier. D'après nos registres, il y a 4 comptes supplémentaires, 2 CD, un compte du marché monétaire, et curieusement, un compte en fiducie ouvert il y a 5 ans. J'ai commencé à avoir le vertige. Je ne comprends pas. Noël ne m'a jamais rien dit de tout cela. Puis-je vous demander, votre mari a-t-il déjà exprimé des inquiétudes concernant votre situation familiale? Parfois, les clients ouvrent des comptes séparés pour se protéger. La question m'a prise au dépourvu. Se protéger de quoi? Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. Hélène hésita, choisissant visiblement ses mots avec soin. Parfois, lorsque les clients ont une dynamique familiale complexe, par exemple des inquiétudes concernant des litiges successoraux ou des pressions extérieures, ils prennent des mesures pour assurer la sécurité financière de leur conjoint. J'ai repensé au comportement de N ces dernières années. Comment il avait commencé à poser des questions pointues sur les habitudes de dépenses de Romy. Comment il était devenu silencieux chaque fois que Wade évoquait leurs difficultés financières. Comment il avait insisté pour gérer personnellement toutes nos opérations bancaires, ne permettant jamais à Wade de l'accompagner, même lorsque notre fils le proposait. Pouvez-vous me parler de ces autres comptes? J'ai demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Hélène a imprimé plusieurs pages supplémentaires. Le premier CD est renouvelé chaque année depuis 7 ans. Le deuxième était ouvert il y a 3 ans. Le compte du marché monétaire reçoit des virements automatiques de votre compte courant commun. De petits montants, $50 par-ci par-là, mais au fil du temps. Elle m'a tendu les relevés. Les chiffres défilaient devant mes yeux. Ce n'étaient pas de modestes fonds d'urgence. C'étaient des sommes substantielles, suffisantes pour acheter une maison, assez pour vivre confortablement pendant des décennies. Comment est-ce possible? Ai-je demandé. Je n'ai jamais rien signé. En fait, je ne l'ai jamais fait, a dit Hélène doucement en sortant un dossier. Vos signatures figurent sur tous les documents. Il semble que Noël vous ait fait signer des documents, vous disant probablement qu'il s'agissait de mises à jour bancaires ou de formulaires d'assurance. J'ai regardé les papiers qu'elle m'a montrés. Il y avait ma signature, datée et attestée, sur des formulaires que je ne me souvenais pas avoir signés, mais en regardant les dates, je pouvais en situer certains. Le jour où nous étions venus mettre à jour notre adresse, après le changement de numéro de maison. La fois où nous avions changé de type de compte courant. Il ne m'a jamais dit ce que je signais vraiment, ai-je murmuré. Ce n'est pas rare, a dit Hélène prudemment. Certains conjoints préfèrent gérer les détails pour éviter le stress ou la confusion. Et légalement, tout est en règle. Ces comptes vous appartiennent légitimement. J'ai essayé de comprendre ce que cela signifiait. Pendant que Wade et Romy mesuraient ma cuisine et planifiaient leur rénovation, pendant qu'ils me traitaient comme un fardeau dont il fallait se débarrasser, j'avais des ressources dont ils ignoraient tout. Il y a encore une chose, a dit Hélène, d'une voix encore plus prudente maintenant. Le compte en fiducie dont j'ai parlé reçoit des virements d'un compte professionnel depuis 5 ans. Le Henderson Construction Trust. Je crois que c'était l'entreprise de votre mari. Oui, mais Nell a vendu l'entreprise à son départ à la retraite. WDE a déclaré que l'argent de la vente suffisait à peine à rembourser les dettes. Hélène a de nouveau consulté son écran. D'après nos archives, le compte professionnel est toujours actif. Il y a eu des dépôts réguliers, puis des virements sur votre compte en fiducie. Madame Henderson, je pense que vous devriez parler au comptable. Votre situation financière est peut-être plus complexe que vous ne le pensez.
J'ai quitté la banque quelques jours plus tard, le sac à main chargé de relevés de comptes et de documents imprimés. Au lieu de rentrer directement chez moi, je me suis garé sur le parking d'un petit café et me suis assis dans ma voiture, lisant tout ce qu'Hélène m'avait donné. Les chiffres étaient exacts. D'une manière ou d'une autre, à mon insu, Nell me protégeait systématiquement. Chaque compte, chaque investissement, chaque fonds fiduciaire était structuré pour garantir mon indépendance financière. En examinant les relevés de comptes fiduciaires, une tendance s'est dégagée. Les dépôts correspondaient aux visites de WDE au cours des 5 dernières années, toujours des montants plus importants après que Wade ait demandé de petits prêts à son père, ou lorsque Romy avait fait allusion à leurs difficultés financières. Noël donnait de l'argent à notre fils, mais il en protégeait une somme égale, voire supérieure, pour moi. Comme s'il avait su qu'un jour, je devrais peut-être me débrouiller seule. Mon téléphone a vibré, un SMS de Wade m'a envoyé. Maman, Romy a trouvé un agent immobilier pour mettre la maison en vente. On pourra commencer à le montrer la semaine prochaine. J'espère que tu progresses dans ta recherche d'un logement. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai regardé à nouveau les relevés bancaires sur mes genoux. Wade et Romy étaient si confiants, si certains d'avoir toutes les cartes en main. Ils ignoraient que leur plan minutieux reposait sur des fondations qu'ils ne comprenaient pas. Demain, j'appellerai le comptable. Je découvrirai exactement ce que Nul avait laissé derrière lui. Et puis je déciderai quoi faire de la certitude que mon mari m'avait suffisamment aimé pour m'assurer que je ne serais jamais à la merci de qui que ce soit. Le chagrin était toujours là, aussi vif et intense que jamais. Mais en dessous, quelque chose d'autre grandissait. Une force tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le cabinet comptable de Morrison & Associates se trouvait dans une modeste galerie marchande, entre un pressing et un service de déclaration de revenus. Je n'étais jamais venu ici auparavant. Noël s'était toujours occupé lui-même des réunions d'affaires, prétextant que c'était de la paperasse ennuyeuse qui ne me donnerait que des maux de tête. Je comprenais maintenant qu'il me protégeait de bien plus que de l'ennui. Margaret Morrison semblait avoir à peu près mon âge, avec ses cheveux gris acier tirés en arrière en un chignon pratique et son regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique. Elle s'occupait de la comptabilité de Henderson Construction depuis plus de 15 ans, et son expression, lorsque je l'avais appelée hier, était soigneusement neutre. Madame Henderson, dit-elle en désignant une chaise en face de son bureau encombré. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes condoléances. Nell était un homme bien et un homme d'affaires honnête. Nos réunions trimestrielles vont me manquer. Merci. J'aimerais pouvoir dire que je le connais aussi bien en affaires que vous. Je me suis installée dans le fauteuil, mes nouveaux relevés bancaires bien rangés dans mon sac à main. J'essaie de comprendre notre situation financière, et la banque a mentionné des revenus commerciaux récurrents dont je n'étais pas au courant. Les sourcils de Margaret se sont légèrement levés. Vous n'étiez pas au courant. C'est inhabituel. Noël parlait souvent de vous, et j'ai supposé. Sa voix s'est interrompue, semblant reconsidérer ses propos. S'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Mon fils me dit que l'entreprise a été vendue il y a des années et qu'elle couvrait à peine ses dettes. Vendue ? Margaret avait l'air sincèrement perplexe. Madame Henderson. Henderson Construction n'a pas été vendue. Elle a été restructurée. Elle s'est tournée vers son ordinateur et a consulté des fichiers. Il y a 5 ans, Noël a transféré la propriété des actifs de l'entreprise à une fiducie. La fiducia Henderson Construction. Vous êtes désigné comme bénéficiaire principal. La salle a semblé pencher légèrement. Je suis le propriétaire de l'entreprise de construction. Eh bien, la fiducie en est propriétaire et vous en êtes propriétaire. Cela a plutôt bien fonctionné. En fait, votre mari était très prudent quant au contrat qu'il acceptait après la restructuration. Des petits chantiers, des clients fiables, des revenus stables plutôt que le cycle d'expansion et de récession des grands projets commerciaux. Elle a imprimé plusieurs pages et me les a remises. Voici les comptes de résultats des 5 dernières années. Comme vous pouvez le constater, l'entreprise a généré des revenus réguliers. J'ai regardé les chiffres, les mains légèrement tremblantes. Les bénéfices annuels étaient substantiels, largement suffisants pour expliquer les dépôts réguliers que j'avais constatés sur les relevés de compte en fiducie. Mais Noël a pris sa retraite, j'ai dit chaque semaine. Il ne travaillait plus. Il s'est retiré des opérations quotidiennes. Certes, mais il a conservé la supervision et a pris les décisions stratégiques plus importantes. Les travaux de construction ont été gérés par Tom Bradley. Je crois que vous le connaissez. J'ai hoché la tête. Tom a travaillé pour Noël pendant plus de 20 ans, commençant comme jeune apprenti et gravissant les échelons jusqu'à devenir contremaître. Il était présent aux funérailles, l'une des rares personnes présentes à avoir semblé véritablement accablé. Tom dirige l'entreprise depuis 5 ans,
Margaret. Suite. Noël a structuré le système de manière à ce que Tom reçoive un pourcentage des bénéfices sous forme de primes de performance, ce qui a maintenu sa motivation et sa fidélité. Cet arrangement a été très fructueux. Pourquoi Noël ne m'a-t-il rien dit de tout cela? La question est apparue à peine chuchotée. Margaret a hésité, visiblement mal à l'aise. Madame Henderson, ce n'est peut-être pas à moi de le dire, mais nul s'inquiétait des pressions familiales. Il a mentionné que votre fils avait des difficultés financières et que sa femme avait des goûts de luxe. Noël craignait que si la famille apprenait que l'entreprise continuait de générer des revenus, des attentes et des exigences pourraient compromettre votre sécurité future. Les pièces du puzzle se mettaient en place avec une clarté dévastatrice. Chaque fois que Wade avait demandé un prêt à son père, chaque fois que Romy avait commenté notre aisance apparente, Noël avait calculé comment aider notre fils sans sacrifier mon indépendance future. Il me protégeait, ai-je dit, les mots lourds de compréhension. Il vous protégeait tous les deux de différentes manières, a dit Margaret doucement. Les prêts qu'il avait accordés à Wade au fil des ans étaient importants, mais ils provenaient du compte d'exploitation de l'entreprise, et non de votre compte personnel. Il a pris grand soin de tout documenter correctement. Elle a sorti un autre dossier. Voici les copies de tous les contrats de prêt entre l'entreprise et votre fils. Noël a insisté pour les traiter comme des transactions commerciales officielles, avec échéancier de paiement et taux d'intérêt. J'ai ouvert le dossier d'une main tremblante. Page après page, des documents de prêt, chacun signé par Noël et Wade. Les montants étaient faramineux, des dizaines de milliers de dollars sur les 5 dernières années, censés servir aux diverses entreprises et investissements de WDE. Wade a-t-il remboursé ses prêts? Ai-je demandé, même si je me doutais déjà de la réponse. L'expression de Margaret s'est inconfortablement accrue. Le calendrier de paiement montre des retards importants. Le mois dernier, le solde impayé, intérêts cumulés compris, s'élève à environ 87 000 dollars. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de massue. Wade devait près de 90 000 dollars à l'entreprise familiale, la mienne, tout en affirmant que son père n'avait laissé que des dettes. Que advient-il de ses obligations de prêt maintenant? Ai-je demandé. Elles sont transférées avec les actifs de l'entreprise. En tant que nouveau propriétaire de la fiducie, vous avez le droit légal d'exiger le paiement ou restructurer les conditions comme bon vous semble. J'ai pensé à Wade et Romy en train de mesurer ma cuisine, de planifier leur rénovation, de discuter du moment où ils pourraient commencer à faire visiter la maison. Ils étaient si confiants, si certains de mériter tout ce que Noël avait construit. Il y a encore une chose que vous devez savoir, a dit Margaret, d'une voix encore plus prudente. Le mois dernier, votre fils m'a contacté directement. Il m'a dit qu'avec le décès de son père, il reprendrait la gestion de l'entreprise. Il m'a demandé de préparer les documents de transfert de propriété, et je lui ai dit que j'aurais besoin d'une autorisation écrite du bénéficiaire de la fiducie de votre part. Il a semblé surpris que vous soyez impliqué dans la structure de l'entreprise. Wade avait donc prévu de revendiquer l'entreprise en même temps que la maison, pensant que j'étais trop accablée et naïve pour comprendre ce qui se passait. Cette trahison m'a profondément blessée. Margaret, j'ai une question confidentielle à vous poser, ai-je dit. Si je voulais conserver la structure actuelle de l'entreprise et que Tom continue à gérer les opérations, serait-ce faisable? Absolument. Tom espérait avoir de vos nouvelles. En fait, il était préoccupé par l'avenir de l'entreprise et sa propre sécurité d'emploi. Si vous êtes prêt à maintenir le statu quo, je pense que vous le trouverez très fiable et reconnaissant de l'opportunité de continuer. J'ai rassemblé tous les papiers, l'esprit troublé par les implications de ce que j'avais appris. L'entreprise était à moi. La dette substantielle que Wade avait accumulée était réelle et juridiquement exécutoire, et ni lui ni Romy ne se doutaient que leur plan reposait sur des mensonges et des suppositions. J'aimerais prendre rendez-vous avec Tom dès que possible, ai-je dit. Et je veux comprendre toutes les options qui s'offrent à moi concernant les prêts en cours. Bien sûr. Dois-je appeler Tom cet après-midi? Oui, s'il vous plaît. Et Margaret, j'apprécierais que cette conversation reste confidentielle pour l'instant. Absolument. La confidentialité des clients est sacrée dans ce métier. En rentrant chez moi, mon téléphone a vibré, un autre SMS de Romy a sonné. Myrtle, l'agent immobilier veut prendre rendez-vous avec un photographe pour demain. Assurez-vous que la maison soit propre et rangée. La première impression compte pour les acheteurs potentiels. J'ai regardé le message un long moment avant de je rangeais mon téléphone sans répondre. Qu'ils planifient leur séance photo. Qu'ils imaginent leur avenir chez moi, dépensant l'argent qu'ils pensaient avoir hérité. Ils ignoraient que les fondations sur lesquelles ils bâtissaient leurs rêves allaient s'effondrer sous leurs pieds. Ce soir-là, je me suis assis dans le bureau de No pour la première fois depuis sa mort, entouré de ses dossiers soigneusement classés.
Je comprenais maintenant pourquoi il avait été si méticuleux dans la tenue des registres. Pourquoi il avait insisté pour que chaque transaction soit dûment documentée. Il avait construit une forteresse autour de moi, brique par brique, transaction par transaction. Et demain, je commencerai à découvrir la solidité de ces murs. Les mains burinées de Tom Bradley serraient sa tasse de café, tandis que nous étions assis dans ma cuisine le lendemain matin. À 55 ans, il avait encore les larges épaules et les paumes calleuses d'un homme qui avait passé sa vie à construire, mais ses yeux exprimaient une lassitude que je n'avais jamais vue auparavant. « Madame Henderson, je dois être honnête avec vous, » dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Je suis mort d'inquiétude depuis le décès de Monsieur Null. WDE est venu sur le chantier la semaine dernière pour parler d'évaluation des actifs et de rationalisation des opérations. Ça ne semblait pas bon pour des gens comme moi. Je me suis servi une autre tasse de café, suivant ma routine habituelle pour me calmer. « Tom, que t'a dit mon fils exactement ? » Il m'a dit que la famille traversait des difficultés financières et que des décisions difficiles allaient devoir être prises concernant l'entreprise. Il voulait que je lui donne une liste complète de nos contrats en cours, de nos équipements et de nos prévisions de trésorerie. Tom a serré les dents. Il m'a également demandé des nouvelles des clés du parc à matériel et du bureau. Et que lui as-tu dit ? Que je devais parler à la personne qui était réellement responsable maintenant. Monsieur Noël m'a toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais attendre les instructions du propriétaire légal. Tom a croisé mon regard. Il n'a jamais dit que la situation serait pesée. Un soulagement m'a envahi. Noël s'était préparé à ce scénario, s'assurant que Tom serait le gardien de l'entreprise plutôt que de la confier à quiconque prétendait l'avoir. « Tom, j'ai quelque chose à te dire, mais j'ai besoin de ta parole pour que cette conversation reste entre nous. Nous sommes ici pour l'instant. » Son expression devint serious. « Vous l'avez, madame. » J'étalai les documents que Margaret m'avait remis la veille. Je suis propriétaire de Henderson Construction, pas de Wade, ni de la succession. Moi, Noël, j'ai tout transféré dans une fiducie il y a 5 ans et j'en suis le bénéficiaire. Les yeux de Tom s'écarquillèrent en examinant les papiers. Eh bien, je serai damné. Pardonnez mon langage, madame, mais Monsieur Noël avait toujours une longueur d'avance. Il l'était effectivement, et d'après ces documents, l'entreprise a été plutôt rentable sous votre direction. Une lueur de fierté traversa le visage de Tom. Nous avons bâti une bonne réputation, Madame Henderson. Clients réguliers, travail de qualité, prix juste. Monsieur Noël m'a appris que les clients fidèles valent plus que n'importe quel gros coup. Je veux que vous continuiez exactement comme vous l'avez toujours fait, dis-je. Mais il faut que je comprenne quelque chose. Wade a été loin d'être honnête sur la situation financière de la famille. Pouvez-vous me parler de vos interactions avec lui concernant des questions commerciales ? Le visage de Tom s'assombrit. Il y en a eu plusieurs au cours au fil des ans. Il venait me voir quand Monsieur Noël était absent pour me poser des questions sur la trésorerie et me demander quels seraient les paiements à venir de mes clients. À plusieurs reprises, il a suggéré que l'entreprise pourrait peut-être l'aider à trouver un financement temporaire pour des opportunités d'investissement. Et que lui avez-vous dit ? Qu'il devrait parler à son père. Je ne suis pas stupide, Madame Henderson. Je comprenais ce qui se passait. La voix de Tom se fit plus dure. L'année dernière, il s'est présenté à la banque le jour même où nous avons déposé un gros paiement pour le projet de construction de bureau Morrison. Coïncidence, a-t-il dit, mais il était très intéressé de parler du dépôt au caissier. Mon estomac se serra. Wade surveillait les revenus de l'entreprise, essayant probablement de faire coïncider ses demandes de prêt avec le maximum de liquidités disponibles. Tom, j'ai une question à te poser, et j'ai besoin d'une honnêteté totale. Penses-tu que Wade comprenne combien d'argent circule dans cette entreprise ? Tom resta silencieux un long moment, réfléchissant. Je pense qu'il sait que c'est plus que ce que ta famille a laissé entendre, mais je ne pense pas qu'il connaisse l'intégralité de la situation. Dans une certaine mesure. Monsieur Null veillait à séparer ses finances professionnelles et personnelles, du moins sur papier. Comment ça ? Eh bien, votre mari était malin. Quand Wade demandait de l'aide, Monsieur Null lui disait que l'entreprise était en difficulté, que les marges étaient serrées, mais il trouvait quand même un moyen de l'aider, généralement sous forme d'un prêt sur le compte professionnel plutôt que sur ses fonds personnels. Tom sortit son petit carnet, usé par des années d'utilisation. Je garde une trace de tout, Madame Henderson. C'est une habitude que Monsieur Null m'a inculquée. D'après mes archives, Wade a reçu des paiements totalisant environ 93 000 $ au cours des 5 dernières années. Le montant était même supérieur à ce que Margaret m'avait montré. Des paiements, pas des prêts. C'est ce que je veux dire par l'intelligence de Monsieur Null. Il les structurait comme des prêts sur papier, avec des échéanciers de paiement et tout. Mais il n'appliquait jamais les conditions de paiement.
Wade manquait un paiement et Monsieur Nul le laissait filer. Donc Wade pense qu'il ne doit rien. WDE agit comme s'il devait quelque chose. Rien. Corrigia Tom. Qu'il y croit vraiment ou qu'il fasse semblant, je ne saurais le dire. Comme interpellé par notre conversation, j'entendis une portière claquer dans l'allée. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir le Honda Pilot de WDE garé derrière le camion de travail de Tom. « C'est mon fils », dis-je doucement. « Je ne veux pas qu'il sache que nous avons parlé affaires. » Tom hocha la tête et ramassa rapidement les papiers que je lui avais montrés. « Madame Henderson, quoi que tu décides de faire, tu as tout mon soutien. Monsieur N était un homme bien, et il te faisait suffisamment confiance pour tout mettre à ton nom. Ça me suffit. » Wade entra sans frapper. Ce qui aurait irrité Nell, mais que j'avais appris à accepter au fil des ans. « Bonjour, maman », dit-il en jetant à peine un coup d'œil à Tom. Je ne m'attendais pas à recevoir. Tom est passé voir comment j'allais, dis-je d'une voix douce. Tu sais comme il a toujours été attentionné. D'accord. L'attention de Wade était déjà ailleurs, ses yeux scrutant la cuisine comme s'il l'évaluait pour la revendre. Au fait, Tom, je suis content que tu sois là. Il faut qu'on parle de la situation financière. L'expression de Tom devint soigneusement neutre. Oh, avec le départ de papa, il va y avoir des changements. La famille doit prendre des décisions pratiques concernant les biens et les obligations courantes. J'observais cet échange avec fascination. WDE était si sûr de lui, si certain de son autorité. Il n'avait aucune idée qu'il essayait de revendiquer quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. Quel genre de changement? Demanda Tom. Eh bien, nous devrons évaluer s'il est judicieux de poursuivre les opérations ou s'il serait préférable de liquider les actifs et de régler les dettes impayées. Le ton de Wade était décontracté, comme s'il discutait du menu du midi. Je vois. Et qui prend ces décisions? Wade cligna des yeux, visiblement indifférent à la question. La famille, bien sûr. Je m'occuperai des affaires de papa à l'avenir. La voix de Tom était soigneusement neutre, mais je perçus l'accentuation sur toi. Maman, tu devrais peut-être préparer du café, dit WDE en me congédiant comme il le faisait toujours lors de conversations importantes. Tom et moi devons discuter de détails techniques. Mais je ne bougeais pas. Pour la première fois depuis des années, je restais sur mes positions. Je reste. Merci. C'est ma cuisine et Tom est mon invité. WDE parut surpris, mais haussa les épaules. Bien, Tom. Je vais avoir besoin que tu fasses un inventaire complet de tout le matériel, des véhicules et des contrats en cours. J'aurai également besoin d'accéder aux comptes de l'entreprise pour évaluer la situation financière. Je serai ravi de t'aider, dit Tom prudemment. Avec qui dois-je me coordonner pour l'autorisation d'accès aux comptes? Avec moi, évidemment. Et tu as l'autorisation légale d'accéder aux comptes de Henderson Construction. Parce que la confiance de WDE a légèrement vacillé. Parce que je suis Noël. Je vois que vous êtes le fils et l'héritier de Henderson. Avez-vous des documents prouvant que vous êtes autorisé à agir au nom de l'entreprise? La cuisine se tut, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge au-dessus de l'évier. Le visage de WDE s'éclaircissait, et je le voyais osciller entre irritation et incertitude. Écoute, Tom, je ne pense pas que tu comprennes la situation, dit Wade, sa voix prenant le ton condescendant qu'il employait lorsqu'il se sentait interpellé. Ce n'est pas une OPA hostile. J'essaie de mettre de l'ordre dans les affaires de papa et de m'assurer que tout le monde soit pris en charge, mais je ne peux pas le faire si tu veux compliquer les choses. Je n'essaie pas de compliquer les choses, répondit Tom d'un ton neutre. J'essaie juste de comprendre de qui je suis censé recevoir des ordres. Ton père a été très clair sur les procédures et la documentation. WDE se tourna vers moi, s'attendant visiblement à un soutien. Maman, explique à Tom que c'est moi qui gère les affaires de papa maintenant. J'ai regardé mon fils, cet homme qui prévoyait de vendre ma maison à mon insu, qui avait accumulé près de 90 000 $ de dettes tout en prétendant que son père n'avait rien laissé derrière lui, et j'ai fait mon choix. En fait, Wade, je pense que Tom a raison de demander des papiers en bonne et due forme, dis-je doucement. Ton père était toujours très prudent avec ces choses-là. WDE me fixait comme si j'avais une seconde tête. De quoi parles-tu? Je parle de m'assurer que tout soit géré correctement et légalement. Tu comprends sûrement l'importance de ça. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, WDE semblait incertain, et en voyant cette incertitude se dessiner sur son visage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du pouvoir. L'appel est arrivé à 7 heures du matin, 3 jours après ma confrontation avec Wade dans la cuisine. Je m'y attendais. On ne peut pas remettre en question l'autorité de quelqu'un sans conséquence,
surtout quand on a l'habitude d'obtenir ce qu'on veut. Maman, il faut qu'on parle maintenant. La voix de WDE était tendue, marquée par une colère à peine contenue. Romy et moi arrivons. Il est un peu tôt, tu ne trouves pas? Ça ne peut pas attendre. On sera là dans 20 minutes. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. J'ai pris mon temps pour m'habiller, choisissant une robe bleu marine qui, selon Noël, me donnait une allure digne. Si cela devait être une confrontation, j'avais l'intention de l'affronter comme il se doit. Ils sont arrivés exactement 20 minutes plus tard, les talons de Romy claquant violemment sur le porche. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne frappent, conservant le petit avantage d'être l'hôtesse chez moi. Bonjour. Ai-je dit aimablement, comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie. Romy m'a bousculé pour entrer dans le salon, son sac à main de créateur serré comme une arme. WDE m'a suivi, le visage sombre. Ils sont restés tous les deux debout, se positionnant entre moi et la porte, dans ce que j'ai compris comme une tactique d'intimidation. Maman, je ne sais pas à quel jeu tu penses jouer, a commencé Wade. Mais Tom Bradley a appelé hier et m'a dit qu'il ne pouvait pas me fournir d'informations commerciales sans autorisation. Que lui as-tu dit? Je me suis installée dans le fauteuil préféré de N, celui avec la meilleure vue sur la pièce. Je lui ai dit de suivre les procédures. Ton père s'y serait attendu. Les procédures? La voix de Romy était aiguë. Wade est le fils et l'héritier de Noël. De quelle autre autorisation a-t-on besoin? D'une autorisation légale? Demandai comment. Celle qui accompagne la propriété. Wade plissa les yeux. De quoi parles-tu? Le testament de Papa lègue tout à la famille. Je suis l'exécutive, ce qui signifie que je gère tous les biens jusqu'à la liquidation de la succession. En fait, Wade, ce n'est pas tout à fait exact. Je pris le dossier que j'avais posé sur la table basse, celui contenant tous les documents que Margaret Morrison m'avait donnés. WDE et Romy se crispèrent lorsque je l'ouvris. Le testament de ton père lègue effectivement ses biens personnels et cette maison à la famille, continuai-je. Mais Henderson Construction ne fait pas partie de sa succession. Cela fait 5 ans que ce n'est plus le cas. De quoi parles-tu? Demanda WD. Je sortis les documents de la fiducie et les posai sur la table basse entre nous. Henderson Construction appartient à la fiducie Henderson Construction depuis 2019. J'en suis l'unique bénéficiaire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Romy prit d'abord les documents, ses doigts manucurés tremblants tandis qu'elle parcourait le jargon juridique. Wade lut par-dessus son épaule, le visage blême. C'est impossible, murmura Romy. Tu n'y connais rien en affaires. Tu n'as même jamais tenu un compte de chèque. Tu as raison. Moi non plus. Ton père s'occupait de tout ça. Mais apparemment, il comprenait des choses sur notre situation familiale que j'étais trop naïve pour voir. WDE s'affala sur le canapé, comme si ses jambes l'avaient lâché. Mais l'entreprise était en difficulté. Papa disait toujours que les marges étaient serrées, qu'il y avait à peine de quoi faire tourner l'entreprise. L'entreprise était plutôt rentable, en fait. Voici les états financiers des 5 dernières années. Je lui tendis une autre liasse de papier. Regarder le visage de WDE pendant qu'il traitait les chiffres, c'était comme voir quelqu'un se rendre compte qu'il jouait aux échecs pendant que tout le monde jouait aux dames. Ses bénéfices. La voix de Wade était à peine audible. Où est passé cet argent? Une partie t'est allée, Wade. Pas mal, en fait. J'ai sorti les documents du prêt. 87 000 $ sur 5 ans, pour être précis. Romy a attrapé les papiers du prêt, les scrutant frénétiquement. Ça disait des prêts. Wade, tu m'as dit que c'était des cadeaux. Tu as dit que ton père nous aidait à nous établir. C'était des cadeaux, a dit Wade, mais sa voix manquait de conviction. Papa n'a jamais demandé de remboursement. Il n'a même jamais parlé d'échéancier. Si, ai-je dit doucement. Margaret Morrison a des copies de chaque conversation, de chaque paiement manqué, de chaque fois que ton père a choisi de prolonger les conditions plutôt que d'exiger ce que tu lui devais. J'ai vu la réalité de leur situation commencer à s'imposer. Wade avait bâti sa vie financière sur l'hypothèse que la générosité de son père se poursuivrait indéfiniment. Il avait probablement emprunté contre toute attente, pris des engagements basés sur l'argent qu'il pensait lui appartenir. Mais ça ne change rien, a dit Romy soudain, la voix prenant une tournure désespérée. La maison revient toujours à Wade. Ça vaut plus qu'une petite entreprise de construction. Vraiment? Demandai Dausmant. Les yeux de Romy brillèrent d'une lueur mi-colère, mi-panique. Ne joue pas, Myrtle. Cette maison vaut au moins 400 000 $. Tu as raison. C'est une belle propriété. Bien sûr, il y a la question de l'hypothèque. WDE leva brusquement les yeux.
Quelle ipothèque? Papa disait que la maison était remboursée. C'était le cas, mais il y a 18 mois, ton père a contracté un prêt immobilier. Un prêt assez conséquent, en fait. J'ai sorti les derniers documents, ceux que j'ai découverts hier dans le bureau de nul. Classés soigneusement dans un dossier intitulé « Fonds d'urgence ». Un prêt immobilier de 350 000 $. J'ai continué. Les fonds ont été transférés sur le compte du Henderson Construction Trust, ce qui signifie qu'ils font partie de mon héritage. Romy est devenue blême. C'est impossible. On l'aurait su. On aurait dû signer. Ton père était l'unique propriétaire de la maison à l'époque, les jeux interrompus. J'étais inscrite comme épouse avec droit de survie, mais pas comme copropriétaire. Il n'avait besoin de la signature de personne d'autre. WDE a regardé les documents du prêt comme s'ils étaient rédigés dans une langue étrangère. Mais pourquoi ferait-il ça? Pourquoi hypothéquerait-il la maison juste pour déposer de l'argent sur un compte professionnel? Car pour la première fois depuis le début de cette conversation, j'ai laissé transparaître mes émotions soigneusement maîtrisées. Parce qu'il me protégeait, Wade. Il s'assurait que, quoi qu'il arrive, j'aurais une sécurité financière. Te protéger de quoi? La voix de WDE était rauque. De cela, dis-je en désignant la scène devant moi. D'avoir été expulsé de chez moi par des membres de ma famille qui me voyaient comme un fardeau plutôt que comme une personne. D'être laissé sans rien alors que chacun réclamait ce qu'il pensait mériter. Le sang-froid de Romy a finalement complètement craqué. Tu l'as manipulé. Tu as convaincu un homme mourant de tout changer. Ton père n'était pas mourant lorsqu'il a créé ses fiducies. Romy, il planifiait. Et le fait qu'il ait ressenti le besoin de planifier ce scénario devrait en dire long sur sa vision de la dynamique familiale. Les mains de WDE tremblaient tandis qu'il posait les papiers. Maman, on peut sûrement trouver une solution. Tu ne veux pas vraiment gérer une entreprise de construction et la maison. Cette maison est notre maison familiale. Elle devrait rester dans la famille. Elle reste dans la famille, Wade. Elle reste avec moi. Mais les mensualités de l'hypothèque, dit Romy désespérément. Comment vas-tu payer les mensualités? De la même manière que ton père l'avait prévu avec les revenus de Henderson Construction. Tom Bradley m'assure que l'entreprise est assez stable et Margaret Morrison dit que la trésorerie couvrira facilement les mensualités du prêt, avec un surplus pour mes frais de subsistance. Je me suis levée pour lisser ma robe. Maintenant, je crois que tu as parlé de déménager. Je pense que c'est toujours une excellente idée. Pas pour moi, bien sûr, mais je suis sûre que tu trouveras un endroit agréable pour prendre un nouveau départ. WDE me regarda comme s'il me voyait pour la première fois. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce que papa a fait pour toi, tout ce que notre famille signifie, ton père a tout fait pour moi, l'interrompis-je. Il m'aimait suffisamment pour s'assurer que je ne serais jamais à la merci de qui que ce soit, y compris de mes propres fils. Et maintenant, je comprends à quel point j'avais besoin de cette protection. Romy était déjà à la porte, le visage déformé par la rage et l'incrédulité. Ce n'est pas fini, Myrtle. On va s'abattre. On va tout contester. Tu peux essayer, dis-je calmement. Mais sache que tout ce que ton père a fait était parfaitement légal et dûment documenté. Margaret Morrison est très minutieuse, et elle a déjà fourni des copies de tous les documents pertinents à mon avocat. Wade s'arrêta à la porte, l'air confus et blessé. Je ne comprends pas, maman. Pourquoi nous fais-tu ça? Je ne te fais rien, Wade. Je refuse simplement que tu me fasses ça. Après leur départ, je me suis assise seule dans le calme soudain de ma maison, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des décennies. Pour la première fois depuis ma jeunesse, j'étais totalement indépendante financièrement. Je ne devais rien à personne, et personne ne pouvait me prendre ce que j'avais. Noël m'avait donné plus que de l'argent. Il m'avait donné la liberté. 6 mois plus tard, je me tenais sur la terrasse de mon nouveau cottage en bord de mer, regardant le soleil matinal peindre des traînées dorées sur le Pacifique. Le bruit des vagues sur les rochers en contrebas était devenu mon symphonie quotidienne. Remplaçant les ruisseaux familiers et les bruits de la vieille maison, le cottage de Mendocino était plus petit que la maison familiale, mais il m'appartenait entièrement. Chaque meuble, chaque choix décoratif, chaque pièce reflétait mes goûts plutôt que les compromis de 32 ans de mariage. J'ai découvert, à ma grande surprise, que j'avais un goût excellent lorsque personne d'autre ne donnait son avis. Henderson Construction a continué de prospérer sous la direction de Tom Bradley. Il m'appelait tous les vendredis après-midi pour me tenir au courant des projets en cours et des contrats à venir, et les bénéfices trimestriels étaient versés directement sur mon compte. J'avais tenu ma promesse de maintenir l'entreprise exactement comme Noël l'avait structurée, et tous les participants semblaient plus satisfaits de cette stabilité. Le cottage avait été une découverte inattendue.
En recherchant des propriétés sur la côte californienne, j'avais appris que nul l'avait acheté 3 ans auparavant par l'intermédiaire du fonds de construction. Margaret Morrison avait trouvé l'acte de propriété en organisant les actifs de l'entreprise, ainsi qu'une note manuscrite de Nell pour le départ à la retraite de Myrtle, lorsqu'elle serait prête à prendre Schener et à n'avoir que ses propres horaires. Même après sa mort, mon mari était toujours aux petits soins pour moi. Ce matin-là était spécial, cependant. Mon avocat venait régler la dernière affaire de mon ancienne vie. Wade et Romy avaient effectivement tenté de contester les accords de fiducie, engageant un avocat onéreux, spécialisé dans le droit des personnes âgées et les affaires d'exploitation financière. Ça ne s'était pas bien passé pour eux. L'enquête avait révélé que non seulement tous les accords financiers de Knoll étaient parfaitement légaux et exécutés en bonne et due forme, mais que la dette de WDE envers l'entreprise était en réalité plus importante que ce que quiconque avait initialement calculé. Les intérêts et les pénalités portaient le total à un peu plus de 96 000 $. La sonnette retentit à 10 heures précises. James Patterson, sans lien de parenté avec Hélène de la banque, était un homme précis qui pensait que la ponctualité était un signe de caractère. Il me représentait depuis le début de toute cette histoire, et son calme et sa compétence avaient été précieux dans les moments les plus stressants. « Bonjour, Myrtle », dit-il en s'installant confortablement près de la fenêtre, son siège habituel lors de nos réunions. « J'ai l'accord de règlement final à vous soumettre. » Je me suis servi du café avec la cafetière à piston que j'avais appris à utiliser. Une autre petite liberté dans ma nouvelle vie, et je me suis assis en face de lui. Comment ont-ils accueilli les conditions finales? L'expression de James suggérait un amusement contenu. À peu près aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. L'avocat de WDA a passé beaucoup de temps à argumenter que les obligations familiales devaient primer sur les contrats commerciaux, mais au final, la loi est très claire sur les obligations de dette. Il m'a remis les documents de l'accord. Après 6 mois de querelle juridique, Wade et Romy avaient convenu de conditions reconnaissant l'intégralité de la dette, établissant un plan de paiement qui leur prendrait 8 ans à respecter, à condition qu'ils ne manquent jamais un paiement. Ils ont tenté une fois de plus de négocier une clause de remise de dette familiale. James a poursuivi, Wade a craqué lors de la dernière réunion, affirmant que vous détruisiez votre relation avec votre fils unique pour des raisons d'argent. Et que leur avez-vous dit? Je leur ai rappelé que je défendais vos intérêts financiers, et non vos relations familiales. J'ai peut-être même mentionné que la plupart des mères n'ont pas besoin de poursuivre leurs enfants en justice pour recouvrer des dettes légitimes. L'accord comprenait également une disposition qui m'a particulièrement satisfait. Si Wade et Romy ne payaient pas, l'entreprise pourrait légalement saisir les salaires de WDE et s'approprier tout bien acheté. C'était un filet de sécurité qui m'assurerait de recevoir ce qui m'était dû, quelle que soit leur décision financière future. Il y a encore une chose, dit James en sortant une enveloppe séparée. C'est arrivé pour toi hier. L'enveloppe portait l'adresse de l'écriture familière de WDE. À l'intérieur se trouvait un bref mot sur papier libre. Maman, je sais que tu ne me pardonneras probablement pas de te contredire là-dessus, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin ce que papa faisait. Il m'a fallu presque tout perdre pour réaliser à quel point je tenais pour acquis. Romy et moi suivons une thérapie de couple et j'ai 2 emplois pour honorer l'échéancier de paiement. J'espère qu'un jour tu accepteras de me reparler. Je suis désolée pour tout, Wade. Je pliai la lettre et la mis de côté. Les excuses étaient sincères. Je le voyais bien, mais c'était aussi 6 mois trop tard et motivé par les conséquences plutôt que par la conscience. Aurais-tu une réponse à me faire? James a demandé. Non. Si Wade veut reconstruire une relation avec moi, il peut le faire de la même manière qu'il remboursera sa dette progressivement, régulièrement et au fil du temps. Après le départ de James, j'ai pris mon café sur la terrasse et j'ai relu la lettre de WDE. Le chagrin était toujours là, pas seulement pour Noël, mais pour le fils que je croyais avoir élevé et les liens familiaux que je croyais authentiques. Mais sous cette tristesse se cachait quelque chose de plus fort. Une profonde satisfaction de m'être défendu au moment le plus important. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. L'afficheur affichait un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose me semblait familier. Bonjour, Madame Henderson. Voici Linda Morrison, la fille de Margaret. J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle. Je me souvenais de Linda, une infirmière qui travaillait à l'hôpital régional. Margaret en avait parlé à plusieurs reprises lors de nos réunions. Bien sûr que non, ma chère. Comment puis-je vous aider? En fait, c'est plutôt comment vous pourriez nous aider. Maman m'a parlé de votre situation, de la façon dont vous avez dû reconstruire votre vie après, disons, après des difficultés familiales. Je crée un groupe de soutien pour les femmes qui ont subi des manipulations financières de la part de membres de leur famille, et je me demandais si vous accepteriez de partager votre expérience. Cette demande m'a prise au dépourvu.
Je ne sais pas quoi dire. Vous seriez surprise du nombre de femmes qui se retrouvent dans des situations similaires. Des enfants adultes qui se croient en droit de s'approprier les biens de leurs parents. Des conjoints qui cachent des informations financières, des membres de la famille qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Votre histoire pourrait aider d'autres femmes à comprendre leurs droits et à trouver le courage de se protéger. J'y ai réfléchi un instant, en regardant un pélican plonger pour attraper un poisson dans la baie en contrebas. Il y a 6 mois, j'étais une veuve endeuillée, sans abri aux mains de mon propre fils. Aujourd'hui, j'étais financièrement indépendante, vivant exactement où je le souhaitais, n'ayant de compte à rendre qu'à moi-même. Quand veux-tu que je t'adresse la parole? Ai-je demandé. Vraiment? Tu le feras? Je pense que oui, mais pas de vengeance ni de bataille juridique. Je veux parler de la différence entre être un membre aimant de la famille et être un paillasson. De l'importance de comprendre sa propre situation financière, du cadeau que Nell m'a fait en protégeant mon avenir, même de notre propre fils. Nous avons programmé la conférence pour le mois suivant. Après avoir raccroché, j'ai réalisé qu'aider d'autres femmes à traverser des situations similaires était un but, une façon d'honorer à la fois la protection de Nell et ma propre indépendance. Ce soir-là, j'ai fait ce que je faisais tous les soirs depuis mon emménagement au chalet. Je me suis assise sur ma terrasse avec un verre de vin et j'ai regardé le coucher de soleil, prenant le temps d'apprécier le simple fait que cette vue, cette paix, cette liberté m'appartenaient entièrement. La dette de WDE finirait par être remboursée, qu'il la gère de manière responsable ou que l'entreprise doive saisir son salaire. L'accord juridique garantissait que justice serait rendue, quels que soient ses choix. Mais la véritable victoire n'était pas financière. C'était de savoir que j'avais trouvé la force d'exiger le respect que je méritais alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient. J'ai levé mon verre pour un toast silencieux à Noël, où qu'il soit. Il m'avait suffisamment aimé pour veiller à ce que je ne sois jamais impuissant, que je ne dépende jamais de la clémence de ceux qui me considéraient comme un être remplaçable. Et il m'avait suffisamment aimé pour veiller à ce que, le jour venu, j'ai tout ce qu'il faut pour le réussir. L'océan poursuivait son éternelle conversation avec le rivage. Et moi, assis chez moi, sur ma terrasse, vivant ma vie, comprenant enfin ce que signifiait vraiment la liberté. Cela signifiait ne plus jamais avoir à quémander une place à une table qui aurait dû m'appartenir de droit. Cela signifiait la paix. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que vous qui écoutez mon histoire feriez. Que feriez-vous à ma place? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des incontournables de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.